Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce premier débat des élections régionales des 20 et 27 juin prochains. Un espace de 40 minutes réservé aux têtes de liste qui vont expliquer leur vision du territoire et les grands axes de leur programme pour la région Guadeloupe les mercredis et jeudis. Ludivine Guillaume-Léoulac, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors ce soir, notre premier invité, Éric Coriolan, qui conduit la liste Les Sentinelles Guadeloupe. Et oui, à 55 ans, Éric Coriolan se lance pour la première fois dans ces élections régionales, titulaire d'un DUT en nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Chef d'entreprise, Éric Coriolan est marié, père de 4 enfants. Il a débuté sa carrière politique en 2003 à l'UDF, l'Union de la démocratie française, et en 2007, il était porte-parole en Guadeloupe du candidat François Bayrou. Très connu sur les réseaux sociaux, Éric Coriolan a donc créé son groupe Les Sentinelles Guadeloupe qui lui permet d'être aujourd'hui présent dans ce scrutin des 20 et 27 juin prochains. Bonsoir Éric Coriolan. Bonsoir Madame Guillaume-Léoulac, bonsoir Monsieur Rayapa. Alors, l'actualité, Éric Coriolan, c'est la prolongation de la garde à vue du président de la région actuellement, Harry Chalus. Cela vous inspire un commentaire particulier ? Oui, une interrogation surtout. Le président Chalus est le président GUSR du Conseil régional. Ce qui me surprend et qui m'interpelle dans cette affaire, c'est qu'on n'interpelle pas du tout le parti. C'est une affaire politique où effectivement un président de région qui est présumé innocence est interpellé, est interrogé, est inquiété. Et le parti qui revendique la majorité au Conseil régional est silencieuse et n'est pas entendu et poursuivi. C'est la seule interrogation. C'est une affaire en justice que je ne commenterai pas. Voilà. Alors, vu votre passé politique, on le disait tout à l'heure, à l'UDF, puis porte-parole de François Bayrou en 2007, peut-on vous considérer aujourd'hui comme un homme du centre, Éric Coriolan ? Non, je suis un Guadeloupéen qui... Alors, j'ai beaucoup côtoyé le monde politique, c'est vrai, beaucoup. En tout cas, à l'UDF et au MODEM. Toujours dans cet esprit d'observation et de prise de conscience. Et je me suis rendu compte que le jeu des partis a toujours été contre la Guadeloupe. Et même à l'intérieur de ce parti-là que j'ai fréquenté, j'avais déjà ce discours en disant qu'il était important que ce soit la Guadeloupe qui fasse valoir et qui fasse entendre ses considérations. Depuis, je n'ai pas changé. Et me rendant compte que ces jeux de partis qui prennent des ordres à Paris, pour l'essentiel, ne tenaient pas compte de la réalité de ce que nous sommes, ni politique, ni sociologique, ni politique, donc je l'ai dit. Ça a cheminé petit à petit, et l'actualité, lorsque j'ai commencé à protester sur les radars, par exemple, en se rendant compte qu'il y avait un recul politique, un recul de notre représentation politique qui avait carrément, et le terme n'est pas trop fort, livré le pays au service déconcentré de l'État. Alors, où vous situez-vous, Éric Coriolan, aujourd'hui ? En citoyen, c'est une liste citoyenne, c'est une démarche profondément citoyenne qu'on ne classe pas sur un échiquier politique à droite ou à gauche. Citoyenne, pas politique. Nous faisons de la politique, mais nous refusons de nous faire cataloguer de droite ou de gauche. Nous avons des gens, alors dans Sentinelle, il y a des gens qui ont fait de la politique à droite ou à gauche. Aujourd'hui, le constat que nous faisons tous au sein de Sentinelle dans cette démarche citoyenne, eh bien, c'est que les partis tels qu'ils existent aujourd'hui, ne répondent pas aux attentes. Alors, on sait que vous avez un discours très contestataire. Est-ce que cette notion de citoyenneté est-elle suffisante pour aller dans une élection très politique comme la région? Elle est très largement suffisante. Et nous disons, alors nous allons avec Sentinelle Guadeloupe et notre leitmotiv, c'est réparer le pays. Réparer le pays parce que 30 ans de bipartisme, pratiquement, on peut le dire comme ça, la droite et la gauche se faisant de l'alternance, ont cassé le pays, monsieur Rayapin. Ont cassé le pays sociologiquement, économiquement, politiquement. C'est des guerres, même intrafamiliales aujourd'hui, cette espèce de guerre où les gens se déchirent entre eux pour des considérations, pour des mandats. Regardez même dans les pratiques politiques aujourd'hui, ils sont tous en train de faire la queue au Moine-Verguin. C'est un pays qui est cassé. Et aujourd'hui, des citoyens qui se considèrent, qui se sont positionnés hors des jeux politiques, décident qu'il faut passer par une phase citoyenne pour amener de la sérénité, pour amener de l'amour dans ce pays, parce que le pays est cassé. Alors, nous en parlerons pendant l'émission. D'autres avant vous ont tenté cette démarche citoyenne et n'ont pas forcément réussi. Est-ce que ça vous
chagrine quelque peu tout de même. Non, non, je pense que d'autres l'ont tenté. Il y a une chose qui se passe aujourd'hui en 2021, c'est que cette crise Covid est un révélateur. La crise Covid est une opportunité qui a sublimé tous ces problèmes. Lorsque nous voyons, alors c'est vrai que Sentinelle s'est beaucoup fait entendre dans ses contestations Éric Coriolan, surtout sur les réseaux sociaux. Vis-à-vis de Pas l'ARS, forcément mais Sentinelle. pourquoi? Simplement parce que on se rend compte que le pays a été livré complètement au service déconcentré de l'État, encore une fois. Et donc, ça a sublimé cette crise sanitaire, a montré que notre représentation politique, parce qu'elle ne voulait pas se mettre à défaut avec le niveau national, n'a pas fait valoir ce que nous étions. On a quand même eu des élus qui étaient remontés et qui ont quand même montré qu'ils voulaient quand même une gestion Oui, un peu plus locale. mais Éric qui se Coriolan, sont- vous ne mais pouvez qui pas se- leur reprocher de mais ne qui pas se s'être... sont- Oui, mais Madame Guillolet, qui se sont tus très vite. Pas oui, tant que puis- ça. On ils sait se quand sont même que tus les très comités vite. de suivi sont Il assez ne suffit pas. agités avec le préfet. Non, mais il ne suffit pas de dire qu'on a l'intention qu'on veut et puis s'arrêter lorsque le préfet crie plus fort que vous. Donc, il y a eu des intentions, on les a vues, mais on les a vite, Alors, on les a vues vite disparaître. dernière question sur le positionnement politique. Il était question aussi que vous puissiez faire alliance avec un certain nombre de groupes, enfin si je ne m'abuse. Pourquoi ça n'a pas marché avec Non, des non, personnalités? je sais pas, vous êtes un journaliste peut-être bien averti Oui. qui avait des infos que Je vais nous pas n'avons dévoiler pas mes parce que sources. non, nous n'avons jamais été en discussion avec aucun groupe pour faire une alliance. Sentinelle a déclaré son positionnement depuis presque 1 an et demi lorsque nous nous sommes rendus compte que seul un surgissement du niveau citoyen dans le débat politique pouvait faire bouger les choses. Il y a une chose que nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que tant que ces gens-là qui sont au pouvoir, ce qu'on appelle la classe politique, mais je n'aime pas trop ce terme-là, ne sont pas bousculés dans leur petit jeu, dans ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire se faire élire, se faire réélire et faire des jeux politiciens, tant qu'ils ne sont pas bousculés dans cet exercice-là, eh bien, ils ne s'occupent pas du pays. Et c'est le principe même de la présidence de Sentinelle Parce que vous avez sur dans votre ces liste élections. un certain nombre de personnalités qui ont déjà pratiqué de la politique. Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis, on est bien placé pour, Oui. pour Alors, connaître Éric Coriolan, c'est juste un citoyen, ni un patriotique, ni un nationaliste, ni un indépendantiste. Juste un citoyen, c'est ça? patriote, on peut le dire, mais c'est un citoyen. Nous ne voulons Patriote pas... nous guadeloupéen ne ou sommes pas- français? Pardon? Patriote guadeloupéen ou français? Guadeloupéen. Guadeloupéen. D'abord, pourquoi vous posez la question? Je pleurais parce que vous nous avez sommes quand même français. flirté par le passé avec Vous êtes- vous êtes des français. partis Ah non, genre non. UDF et le Modem. C'est pour ça que je Oui, vous mais pose ce la sont des question. partis français. Nous sommes dans un cadre français. Nous estimons qu'il doit évoluer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut que la Guadeloupe arrive à se définir par elle-même, par ce qu'elle est, pour ce qu'elle est. Alors justement, comment voyez-vous la Guadeloupe dans la prochaine décennie? Quelle est votre vision du territoire d'ici quelques années? Il faut aujourd'hui vraiment reconsidérer toutes les politiques publiques qui ont été appliquées jusqu'à aujourd'hui. Il faut définir réellement un schéma directeur et nous on est pour une spécialisation des territoires par exemple. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'effets d'annonce un peu partout et nous avons un territoire où il n'est pas pensé dans sa globalité. Et nous disons, ça fait partie, on ne va pas développer tout notre programme ce soir, mais un des axes forts de notre programme, c'est une spécialisation de territoire. Je prends un exemple, la nouvelle technologie, qui est un domaine que je connais bien, depuis des lustres, depuis, je pense, la mandature de Mme Lucette Michaud-Chevry, il y a un câble sous-marin qui arrive en face de l'aérodrome de Baïf, et pourtant, la Guadeloupe est très mal desservie en haut débit. Nous disons, par exemple, qu'une partie de l'activité des nouvelles technologies doit être réorientée vers cet aérodrome qui ne sert pas à grand-chose, qui doit être... Alors, il appartient aujourd'hui au conseil départemental, il faut voir dans quelles conditions on récupère, mais on peut prendre la moitié de cet aérodrome pour faire un pôle de nouvelles technologies, puisqu'on a de très hauts débits qui arrivent là-bas. En or grande terre, par exemple, réorienté... Alors, on y reviendra tout à l'heure. Oui, non, mais je parle de la spécialisation des territoires. Oui. Donc, notre axe, un des axes principaux de notre programme, c'est vraiment penser le territoire et en termes de spécialisation du territoire. Pour déconcentrer, parce que vous vivez tous les jours quotidiennement, regardez Jarry, regardez les grands axes, comment on est difficilement, on est perturbé, on est stressé par tous ces embouteillages et tout. Il faut repenser globalement le territoire et ça n'a jamais été fait. Alors, vous avez choisi spécialisation pour parler du territoire et pas différenciation comme propose le président de la République dans le projet de loi constitutionnelle. Alors, qu'est-ce qui vous différencie de différenciation? Je parle de notamment avec la loi 4D, le projet de loi 4D. Je parle de spécialisation en interne en Guadeloupe. Le président de la République parle de différenciation par territoire.
lorsqu'il parle de ces territoires, il pense France et territoire. Moi, je parle de Guadeloupe. Je vous parle des EPCI, du Nord Grande Terre, du Sud de Grande Terre, de Basse Terre. On parlait et justement, est-ce que la vision du loi territoire 4, ce guadeloupéen. projet de loi 4D ne va pas justement dans le sens de ce que vous dites? Permettre au territoire d'avoir une propre gestion. Oui, mais je vous dis que Macron, quand il dit ça, il ne pense pas au Sud Basse-Terre. Il pense au territoire en tant que... Alors, quelle est votre démarche de passer du global au spécifique? Vous voulez me parler du statut, si vous voulez qu'on vienne Non, mais sur le global, on parle toujours de la vision du territoire. Oui, on va parler du statut tout à l'heure, vos options éventuellement. Comment passer de cette globalisation proposée par le gouvernement, en tout cas dans une loi qui sera votée par le Parlement peut-être dans quelques mois, en tout cas, et votre vision de spécialisation? Passer du global au spécifique, comment vous faites? On fait par, je vous le dis, en impliquant, en impulsant une politique de spécialisation du territoire. C'est la volonté. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Aujourd'hui, on se base sur beaucoup de lois qui existent pour dire qu'on ne peut pas faire. Il n'y a rien aujourd'hui qui empêchait à la mandature et toutes les mandatures passées aujourd'hui de définir et de penser le territoire en termes de spécialisation. Ça n'a jamais été fait. Selon vous, le budget a été mal employé? On va parler du budget tout à l'heure, mais quand je vois un budget qui est prévu d'être voté à 900 millions pour la prochaine année avec 42% de frais de fonctionnement. Mal utilisé? Et très mal utilisé. 42% de frais de fonctionnement. Excusez-moi, il y a des choses à faire en Guadeloupe avec cet argent. Il faut repenser le territoire, revoir les fléchages des ressources du Conseil régional dans l'intérêt de la Guadeloupe. Ça n'est pas fait aujourd'hui. Et puis, il y a une chose qui est importante de faire, c'est que nous, en région, nous allons, des choses simples, monsieur Rayapin, madame Yolé-Oulak, faire vraiment ce pourquoi nous sommes venus. S'assurer que ce que nous faisons fonctionne. Faire des ponts où les bus passent. Faire des barrages où il n'y a pas de chlordécone. Voilà, on fait beaucoup d'apparats sur les réseaux, à la télé et tout, et en réalité, rien n'est fait concrètement. Donc nous, on est très basiquement citoyens. Nous ne sommes pas dans des considérations politiques et politiciennes. Nous disons qu'aujourd'hui, il faut travailler concrètement pour le pays. Ce que nous disons, nous sommes entourés, c'est pas Éric Coriolan seulement qui le dit, nous sommes entourés d'experts comme Raymond Otto, de Erika Sénorage qui est ingénieur en sciences sociales, et nous allons vraiment faire ce que nous avons dit. Et dans notre mode d'exercice, par exemple, nous allons rendre des comptes à la population. Nous avons prévu une gouvernance citoyenne où nous allons mettre en place un conseil citoyen avec des citoyens de toutes les communes de la Guadeloupe qui seront tirés au sort, qui viendront en conseil prendre à tâche du conseil régional et vérifier les actions que nous aurons réalisées. Nous allons rendre compte à ces gens-là. Ils seront tirés au sort régulièrement et renouvelés sans remise. C'est une façon... Déjà, de s'assurer que ce que nous allons promettre, nous allons le réaliser. Deuxièmement, un contrôle citoyen. S'il n'y a jamais lieu aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui, lors des campagnes électorales, à la fin de la mandature, qu'il y a des choses qui ont été mal faites, qu'il y a des choses qui ont été échouées. Alors évidemment, on monte sur les télés pour dire on a réalisé tant de millions sur tel secteur. C'est très facile ça. Aujourd'hui, il faut vraiment, par rapport à ce qui a été passé pour, je le dis, réparer le pays, mettre vraiment le citoyen en mode contrôle. Et sur l'eau, je vais venir là-dessus. Nous avons également une proposition là-dessus pour que le citoyen contrôle concrètement ce que font aujourd'hui les politiques. Alors, on a compris votre principe sur la spécialisation du territoire. On va parler maintenant de la mise en œuvre, du mode opératoire, des outils que vous allez mettre en œuvre et les options institutionnelles. Quelles sont les vôtres aujourd'hui? On a parlé beaucoup, il y a eu des propositions pour l'Assemblée, deux assemblées, une collectivité unique. On a parlé d'autonomie poussée, décentralisation également plus poussée. Vous, quelle est votre option? Il faut regrouper les EPCI, faire une seule région département. Il faut faire de la politique finalement. Quelles sont les options de Sentinelle Guadeloupe? Je suis très à l'aise pour vous répondre. Vous savez, cette histoire d'évolution institutionnelle, c'est comment dire, c'est cette petite chose que tout le monde sort de son chapeau à chaque échéance électorale et qui fatigue les Guadeloupéens en réalité. Et ce petit élément que tout le monde brandit pour excuser leur fainéantise intellectuelle, pour excuser leur fainéantise de projet, leur fainéantise de volonté. Je vous le dis, il faut que la Guadeloupe évolue. Alors nous, par exemple, en termes institutionnels, nous sommes très clairs. Nous sommes pour l'évolution de la Guadeloupe vers un statut sui generis. Sui generis, ça veut dire qui est défini par rapport à nous.
qui va être discuté avec la France. Je ne veux pas que ce soit le gouvernement français, nous aujourd'hui nous disons à Sentinelle, qui nous impose de rentrer dans un cadre 74 ou 72 ou 73 aménagé. Il faut discuter, et ça va prendre du temps, avec les gouvernants français, quel que soit le gouvernement qui sera en place en France, pour savoir dans quelle mesure, comme la Nouvelle-Calédonie l'a fait, un statut adapté à ce que nous sommes. Alors, est-ce qu'il y a un modèle qui vous inspire? Comme ne pas rentrer dans un cadre défini. On a été trop longtemps, ici chez nous, en marge, suiveurs de ce que décidait le niveau national. Il faut que nous proposions, nous ici, et nous sommes pour cela. Sauf que ça n'est pas une urgence pour nous. Aujourd'hui, très concrètement, dans ce qui existe, la majorité des compétences ne sont pas utilisées. L'acte 2 de la décentralisation, plus la loi Notré qui est arrivée après, permet énormément de choses qui ne sont pas utilisées. Sur les possibilités d'expérimentation, par exemple, qui ne sont pas faites. Sur l'eau, tous les dossiers que l'on a ici qui sont en souffrance, il n'y a eu aucune volonté d'expérimentation pour répondre à l'attente des citoyens. Je prends un exemple, par exemple, sur la santé. On va me dire c'est un domaine régalien de la France, mais la région, le conseil régional, en chevauchement et en s'alliant avec le conseil départemental, pouvait intervenir sur le niveau santé pour proposer, par exemple, de manière beaucoup plus forte, qu'on ait un point de vue guadeloupéen de cette crise. En gros, c'est être autonome avec un partenariat avec le gouvernement français ? Être partenaire malgré tout avec le gouvernement français? Aujourd'hui, nous pouvons avoir une très large autonomie de fonctionnement si nous faisons preuve mais toujours en partenariat avec le gouvernement, d'initiative, en partenariat aujourd'hui avec la France et la Guadeloupe. Il y a une chose que ça va, générer, Madame Guiolet-Aulac, c'est que les Guadeloupéens aujourd'hui sont en crise de reconnaissance de leur classe politique. Il y a une défiance extrême, et ça c'est connu, toutes les études le montrent, de la classe politique. Parce que simplement, ils n'ont pas confiance. Et je vous parie, et à chaque fois qu'on l'a essayé, les Guadeloupéens ne veulent suivre personne sur l'évolution institutionnelle, non pas parce qu'ils ne veulent pas, je pense que les Guadeloupéens sont prêts pour aller très loin. Ils ont compris que ce pays est d'une richesse extrême et qu'on peut faire énormément de choses, sauf qu'aujourd'hui, tous ceux qui se sont succédés au pouvoir n'ont jamais inspiré confiance. Aujourd'hui, avec les atouts existants, avec les outils existants aujourd'hui, nous pouvons gouverner et gérer ce pays en telle sorte que les Guadeloupéens nous accompagnent pour aller plus loin. C'est ce qu'il faut faire. Donc très pour simplement. Vous, il faut rester dans le statu quo institutionnel. Je n'appelle pas ça statu quo, je dis que c'est une étape aujourd'hui nécessaire de montrer un chemin, de montrer une façon de gouverner, de se faire respecter aujourd'hui. Nous ne faisons pas respecter, je ne veux pas revenir à chaque fois sur l'exemple du World Trade Center où on se fait virer alors qu'on est président du conseil régional. Il y a d'autres exemples où les ministres français nous parlent avec des tonalités qui... Ce sont des petits détails qui sont peut-être psychologiques mais qui sont importants. La population regarde. Je prends encore l'exemple que j'aime bien de Madame Denux qui vient à la télé, qui parle avec une tonalité que les Guadeloupéens majoritairement refusent. Est-ce qu'il y a un leader politique, un responsable politique aujourd'hui qui a osé ne serait-ce que dire à cette dame, revoyez votre ton, ou alors on ne viendra plus en conférence de presse avec vous et on ne prendra pas d'ordre le mardi matin pour votre conférence de presse de l'après-midi. Alors... Non, mais je vous dis que ce sont des comportements, ce sont des attitudes. Oui. Ce sont des attitudes aujourd'hui, Éric Rayapin, qui peuvent inspirer confiance. Et ça, on va le faire. Vraiment utiliser tout ce qui existe aujourd'hui pour avoir l'adhésion du peuple. Donc allez dire au peuple aujourd'hui... Disons, une nouvelle institution... un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est pas changer les institutions. On peut les garder comme c'est. Les Guadeloupéens changeront les institutions au moment opportun. Nous avons dit notre préférence. Nous sommes pour une évolution institutionnelle, mais elle ne se fera pas contre les Guadeloupéens. Elle se fera avec les Guadeloupéens en conscience, d'accord, et qui accompagneront leur leader politique dans cette démarche-là. Les Guadeloupéens, lorsqu'ils seront en confiance, demanderont à évoluer. Alors, nous allons partir à la troisième partie de notre émission, Ludivine Guiolet. On va parler développement économique. Alors, justement, quelles sont vos propositions sur, par exemple, l'économie numérique ou encore le tourisme? Ben, on l'a dit, hein, pour l'économie numérique, je pense que il faut... lutter contre les zones blanches. C'est l'Arlésienne. Alors, lutter contre les zones blanches, c'est certain. Il faut vraiment s'en occuper sérieusement. Et je l'ai dit tout à l'heure, depuis l'U7 Michaud-Chevry, vous vous souvenez, le programme Guadeloupe 2000... Vous vous souvenez de ça, M. Rayapin? Bien certainement. Bon. Alors, voilà ce programme. Aujourd'hui, Petit Canal, Anse-Bertrand et Mornalo sont à peine desservis par le haut débit. Ça n'est pas normal. Il y a un câble sous-marin qui a coûté
très cher qui arrive à Baïf. Donc je l'ai dit, nous, c'est diversifier l'activité numérique et créer un vrai pôle de nouvelles technologies à Baïf qui fait une niche d'emploi. Reconcentré. Alors, il y a déjà des choses qui sont faites autour de Jarry, avec les pépinières numériques et tout cela, mais il faut diversifier et permettre à des jeunes de se développer dans cette zone-là, les jeunes du Sud-Bastère, de faire du numérique là-bas et aussi, en même temps, accompagner ces zones blanches qui existent, faire en sorte que, je veux dire, dans les 2 premières années de notre mandature, que la Guadeloupe soit vraiment, que les zones blanches, que la fracture numérique disparaisse réellement, et pas que dans les mots, parce que c'est dans tous les programmes, ça. Cette fracture numérique. Ça, c'est dans tous les programmes. J'allais dire les solutions. Et regardez, mais on l'a tellement subi là. Vous voyez, là, on est en confinement et en couvre-feu. Nos jeunes ont une année scolaire catastrophique. 2 ans catastrophique. Moi, j'ai des enfants qui sont scolarisés. Hein, et ben, ils arrivent à peine à suivre les cours en distanciel parce que l'offre Internet n'est pas convenable. Donc voilà, c'est très facile d'aller les verbaliser, par exemple, aujourd'hui, devant Bainbridge et devant les lycées pour le non-port du masque, mais on n'est pas capable de leur fournir le minimum pour qu'ils aient une formation convenable. Alors justement, fracture numérique, vous l'avez parlé. Est-ce que ça pourrait, selon vous, freiner l'exode des jeunes, la matière grise guadeloupéenne qui part vers l'extérieur? Vous devriez être avec nous, monsieur Rayapin. Vous avez je vous pose la question. Vous connaissez pratiquement l'essentiel du programme alors qu'on n'a pas rendez-vous avec le Sentinelle. Je suis là pour lire tous les programmes, monsieur Coriolan. Très sérieusement, vous le savez comme nous et tous les Guadeloupéens le savent. La majorité, alors, ce sont des secteurs qui sont très en vogue aujourd'hui. La majorité des jeunes Guadeloupéens qui partent aujourd'hui sont dans les nouvelles technologies. Ils créent des startups un peu partout dans le monde, mais ils rêvent d'une chose, c'est de revenir ici. On le sait. Ils n'ont pas l'infrastructure, ils n'ont pas les accueils qu'il faut. Et les jeunes Guadeloupéens, alors, pour rebondir sur l'économie et l'emploi, les jeunes Guadeloupéens aujourd'hui qui ont des projets, il y a un travail sérieux à faire là-dessus. Sur la formation professionnelle, on en parlera tout à l'heure, mais sur la création d'entreprises, c'est un cheval, c'est une course folle, infernale pour un jeune qui a un projet aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas où s'adresser. Je discutais récemment avec un cadre de Pôle emploi qui me disait, lui, en tant que cadre, se rendait compte qu'il y avait une fracture énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de délai. Il faut donner des délais de réponse aux jeunes qui sont porteurs de projets, d'entreprises, et non pas qu'ils déposent un projet et que 2 ans après, ils n'ont toujours pas le fléchage. Alors, comment vous allez faire justement pour inciter les jeunes à rentrer ou bien à rester? Que la région fasse pourquoi elle est vraiment actrice là-dedans, c'est dans la formation professionnelle, qu'elle remplisse son rôle réellement, et pas dans de l'apparat et du verbiage, dans les télés, dans les radios. Guadeloupe Formation, par exemple, je l'ai appelé le bateau ivre, qui, après l'AFPA, aujourd'hui, n'est pas en mesure de fournir des qualifications diplômantes, des formations diplômantes, ce qui fait que c'est le RSMA qui passe pour le meilleur centre de formation de la Guadeloupe. Il faudrait tout remettre à plat. Il faut pas fermer Guadeloupe Formation, mais il faut vraiment aujourd'hui qu'il y ait, nous mettrons un guichet unique à la région avec des compétences pour gérer l'ensemble des secteurs de la formation professionnelle avec Pôle emploi, avec les organismes consulaires, le MEDEF, la CCI pour connaître les besoins en emploi, pour que les formations correspondent à nos besoins ici. Ça n'est pas fait. C'est facile de dire des choses comme ça. Et quand je dis que ça n'est pas fait, peut-être que les gens croient que c'est de la rigolade, mais vérifiez. Et vous êtes journaliste, vous êtes au fait des choses, et vous savez véritablement qu'on est dans de l'apparat, dans du verbiage, dans de la communication, et rien n'est fait concrètement. Nous venons très sincèrement, nous, pour réparer. Alors, l'aide aux entreprises, on le sait, c'est aussi un axe fort des compétences, en tout cas, du conseil régional, en tout cas. Alors, aujourd'hui, sur les subventions qui sont données aux entreprises, notamment pour l'innovation des entreprises ou l'investissement, le développement, quel est le sens, quelle est la philosophie que vous allez développer pour donner des aides à cette entreprise? Quelle sera votre philosophie, il y a une chose votre ligne directrice? Il y a une chose qui existait depuis très longtemps, qui avait été annulée, qui était un accompagnement des entreprises par le conseil régional. Nous avons l'intention de remettre et de créer un fonds de garantie qui permette aux porteurs d'entreprises de lever des emprunts, des financements bancaires. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un BPI, c'est aussi va lever déjà. Oui, mais BPI, ça n'est pas tout à fait... BPI, c'est un niveau national. Nous sommes des Guadeloupéens.
c'est une collectivité guadeloupéenne. Au moment où nous parlons de prendre des responsabilités, où nous voulons l'autonomie, nous voulons toute espèce de choses, et nous prêtons le statut qui nous empêche de travailler, la région, aujourd'hui, doit prendre toute sa mesure et toute son importance dans l'accompagnement des porteurs de projets. Nous allons mettre, nous, Sentinelles, un fonds de garantie qui puisse permettre aux porteurs de projets, et il y en a beaucoup en Guadeloupe. C'est déjà fait, donc, la région qui porte. Non, ça a été fait, ça a été annulé par l'UREL. Ouais. Ça a été annulé par la mandature l'UREL. Madame Michel Chevry avait mis ce dispositif à l'époque, et ça a été levé après. Il faut remettre cela. Je vous signale qu'à un moment, nous étions le département le plus grand créateur de niches de création d'entreprises. Ça a disparu. Aujourd'hui, il faut accompagner concrètement ces jeunes-là au niveau économique. On sait très bien qu'ils n'ont pas les moyens de financer, mais ils ont besoin d'un accompagnement du conseil régional qui se portera. Et tout ça avec le budget. Qui se portera garant. Budget. Mais le budget, je vous l'ai dit, j'ai entendu le président Chalus, il y a 2 mois avant qu'il soit mis en examen, pas 2 mois, 1 mois et demi, dire qu'il prévoyait de voter. Il est en garde à vue, il n'est pas mis en examen. Excusez-moi, je m'excuse, monsieur le président. Juste pour. Et donc, à 900 millions, madame, avec 42%. Et avec ça, vous pourriez. Non, mais je vous réponds. 42% de frais de fonctionnement. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ça, et vous l'avez relevé dans vos journaux, j'ai entendu. 42% de frais de fonctionnement. Nous allons également réduire le train de vie. Pas les employés qui sont à la région, qui sont extrêmement compétents. Moi, j'en connais quelques-uns. Il y a vraiment des gens qui connaissent leur travail et qui regardent ça se faire avec beaucoup de regrets. Et aujourd'hui, il faut réduire les frais de fonctionnement du conseil régional. Tous les voyages à Paris dont on ne sait où ils vont, toutes les villas qui sont payées et entretenues par le conseil régional, on va faire un vrai audit pour récupérer un peu d'argent à ce niveau-là. Il y a, oui. Non, terminez la phrase. Non, mais je vous dis, il y a vraiment des niches financières au niveau du conseil régional où on peut véritablement... Deux autres thématiques rapidement, c'est l'aménagement du territoire dans son ensemble et le transport. Quelles sont vos propositions? L'aménagement du territoire, on en a déjà parlé. Oui, alors le transport. La spécialisation du territoire. Le transport, c'est aujourd'hui cette histoire de bus des maires qui manifestement est resté à quai, qui est une bonne idée. Hein. Je ne critique pas tout. Mais encore une fois, ça revient à ce que je disais, il faut faire les choses sérieusement. On fait un programme de bus des maires, il faut qu'il fonctionne. On fait un pont pour désencombrer Abîme, il faut que des bus de plus de 3 mètres passent. Et donc, encore une chose qu'il va falloir reprendre et faire sérieusement. Pourquoi ils sont à l'arrêt, j'en sais rien, je n'ai pas étudié le dossier profondément, je n'ai pas toutes les réponses. C'est un bon programme, il faut envisager d'ouvrir sur la mer pour désencombrer l'intérieur. Très certainement. Et puis... Mais déjà sur Terre, c'est compliqué. Ben, sur Terre, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, Jarry, c'est infernal. On ne peut pas tout concentrer sur une zone de la Guadeloupe qui s'appelle Jarry, Bémao, Gosier, Pointe-à-Pitre. Il faut diversifier. On parle depuis longtemps de l'équilibre du territoire. On en parle depuis longtemps. Il faut le faire concrètement. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui? Alors, je vous dis par exemple, en faisant une partie des nouvelles technologies à Baïf, ça fait tout plein de monde qui ira travailler là-bas. Aujourd'hui, sur le Nord-Grande-Terre, il faut décentraliser un certain nombre d'entreprises par là pour créer un autre pôle administratif ou économique dans le Nord-Grande-Terre pour désencombrer. Il faut arriver à un désengorgement de ce centre-là au niveau de la zone Pointe-à-Pitre, Abîme et tout cela, le centre, le gros centre là, où c'est devenu infernal et de vivre et de circuler. Donc, en agissant sur ces paramètres-là, en explosant comme ça les activités sur le territoire, on agit également sur les transports. On agit sur les transports parce que, on aura moins de voitures en circulation. On aura la possibilité de rétablir un programme de transport qui est adapté à l'attente des citoyens. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et encore une fois, je le répète. À part sur l'agglomération pointoise. Oui, non, mais je vous dis, les bus des maires, c'est une bonne idée. Il faut reprendre cette idée-là et faire en sorte qu'elle fonctionne vraiment. Alors, on a beaucoup parlé de l'octroi de mer ces derniers temps. Il y a même eu un rapport de la Chambre régionale des comptes sur l'utilisation de cette taxe, en tout cas, de l'octroi de mer. Aujourd'hui, quelle est votre vision sur l'utilisation? Êtes-vous déjà pour ou contre l'octroi de mer? Et quelle est votre vision sur l'utilisation des fonds qui sont récoltés? Les fonds qui sont récoltés permettent de financer majoritairement les communes. Oui. Mais en réalité, ça sert à quoi?
Allez-y, dites-nous, quelle est votre Vous le savez, analyse? M. Non, je ne sais rien. Ça sert à faire de la politique. Aujourd'hui, même si le président s'en défend, qu'il dit la main sur le cœur, moi j'aide toutes les communes, même celles qui ne sont pas pour moi, aujourd'hui c'est une manne financière. Pour l'instant, on n'a pas pu la remplacer, qui aide beaucoup les communes. On ne peut pas aujourd'hui la supprimer. Sauf qu'il faut être sérieux, ça ne doit pas être un objet d'utilisation politicien. D'accord ? Il ne faut pas aujourd'hui que l'octroi de mer serve à des groupes et des partis à entretenir ce système. Et depuis des années, quel que soit le parti, c'est pas forcément parce que c'est GUSR qui est actuellement au pouvoir à la région, ça a été le cas sous d'autres mandatures. Il y a toujours ces jeux, alors plus ou moins sincères. Je pense que bon, c'était un peu plus flagrant parce que l'utilisation aujourd'hui de l'octroi de mer tel qu'il est collecté. Et de toute façon, j'entends parler, j'ai entendu des gens dire qu'ils voulaient enlever l'octroi de mer. Pour faire quoi ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend l'octroi de mer et qu'on enlève, on n'a pas la TVA, on est à 8,5, on arrive pratiquement à la TVA de France qui est à 20 et des poussières. C'est une ineptie de dire qu'on veut. Donc pour l'instant, vous le gardez. Oui, bien sûr, on garde l'octroi de mer. Ça protège aussi la production locale. Il faut flécher différemment. Mais utiliser le modèle tel qu'il existe aujourd'hui, y compris pour l'octroi de mer, soyons très clairs, y compris le modèle de financement tel qu'il est aujourd'hui, c'est une question, je vous dis encore, d'utilisation et d'attitude. C'est tout ce qu'il faut aujourd'hui. C'est difficile à faire comprendre, mais je vous assure que, regardez à l'époque, alors on me dira que Félix Proto, il avait tout à faire, mais il a eu la volonté surtout. Il y avait les lycées qui n'étaient pas là, il a trouvé un terrain pratiquement vierge, il a fait beaucoup de choses, mais cet homme-là avait de la volonté de faire pour son pays. Aujourd'hui, on a la volonté de faire de la politique politicienne, on a la volonté d'être élu, d'être réélu, de faire des machines politiciennes pour garder le pouvoir, et on utilise tout ce qui existe pour le faire. Et sur l'octroi de mer, c'est exactement le cas. Tout le monde, alors chacun viendra. Il y a certaines personnes qui sont spécialistes de la fiscalité, qui disent, qui rêvent d'enlever l'octroi de mer. Non, ça n'est pas ça. Aujourd'hui, nous, Sentinelle, nous allons rester dans des choses simples. Nous disons des choses simples aux citoyens. Nous disons simplement qu'aujourd'hui, c'est une attitude qu'il faut changer. Et après, nous allons voir comment évoluer le pays vers un autre statut. Mais il n'y a rien aujourd'hui qui justifie qu'on enlève l'octroi de mer. Absolument. Autre gestion, c'est la gestion des fonds européens. On le sait, la région est devenue depuis quelques années l'autorité de gestion. 1 milliard, à peu près pour la Guadeloupe, sur les programmes qui durent 6 ans. Quelle est votre philosophie sur l'utilisation de ces fonds européens pour vraiment servir la Guadeloupe ? Il faut les utiliser à fond. Alors, cette année... C'est quand même bien utilisé, plus ou moins. Oui, cette année, ils ont été bien utilisés, mais c'est la première année où ils sont bien utilisés. Oui. Il y avait énormément de dégagements d'office avant, parce que, justement, les projets ne trouvaient pas preneur, et beaucoup d'argent repartait. Mais il y a encore tout plein de niches au niveau européen, sur l'agriculture, sur la culture elle-même, sur plein d'autres choses. Et puis, on n'a pas de représentants au niveau de l'Europe. Ça, c'est connu. On est livré à des lobbies qui ne défendent que leurs intérêts au niveau de l'Europe. C'est un manquement grave de la mandature régionale aujourd'hui. Le Conseil régional doit avoir ses propres lobbyistes guadeloupéens au niveau de l'Europe pour arracher les fonds qu'il faut pour la Guadeloupe. Mais ça n'est pas l'arracher et rester dans le système tel qu'il est. Aujourd'hui, très sincèrement, il y a, avec l'Europe, avec les fléchages gouvernementaux ici, par exemple, on peut parler aussi tout à l'heure des 100 millions de... comment ils ont fait pour le Covid, là, ils ont le plan de relance et tout ça, on voit comment c'est utilisé sans aucun contrôle. Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites, sauf qu'on les laisse faire. C'est à volo. Il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune représentation guadeloupéenne. Je veux dire, en Europe, par exemple, aujourd'hui, pour l'agriculture, il y a énormément de fonds à récupérer, sauf que c'est fait par des lobbyistes qui défendent que leurs intérêts. Donc, c'est vraiment, nous allons faire en sorte que nous soyons concrètement représentés par des lobbyistes, par des techniciens, par des juristes qui vont récupérer les fonds qu'il faut. Pourquoi ? Non pas pour rester dans un statu quo. Aujourd'hui, je le répète encore une 10e fois, il y a les moyens, il y a le statut, il y a l'argent qu'il faut pour mettre la Guadeloupe sur les rails. Alors, et lorsque la Guadeloupe sera sur les rails, M. Rayapin, nous allons envisager de faire autre chose. Alors, Ludivine, peut-être une question sur... on a beaucoup parlé ces temps derniers de l'autosuffisance alimentaire. Du coup, environnement, quelles sont vos propositions ?
environnement et autosuffisance alimentaire, ça revient à l'agriculture. Il faut aujourd'hui que nous arrivions. Un pays qui n'arrive pas à se nourrir est un pays qui a un gros problème. Il faut que nous repensions, je l'ai dit récemment, la canne et la banane, comme l'alpha et l'oméga de l'agriculture en Guadeloupe, doit être repensée, pas immédiatement, mais à moyen terme, parce que nous, on dit qu'il faut un plan de développement sur 18 ans. Il faut reprendre les choses à zéro aujourd'hui pour réparer tout ce qui a été fait comme dégâts, et nous reviendrons sur l'eau, je l'espère, tout à l'heure. Et dans cela, il faut que nous arrivions à une réorientation de l'agriculture aujourd'hui en Guadeloupe, tout en protégeant le foncier, parce qu'il se passe. Regardez l'exemple de Marie-Galante. Qu'est-ce qui se passe à Marie-Galante, on entend tous, même si ça n'est pas très très médiatisé, qu'il y a un projet de ferme solaire qui est pour Marie-Galante, et où le foncier serait pratiquement menacé. Il faut prendre des garde-fous pour faire en sorte que le foncier agricole soit conservé et réorienter l'agriculture guadeloupéenne. Ça peut prendre un certain nombre d'années vers des cultures beaucoup plus à valeur ajoutée. Il y a une époque où il faut revenir à la vanille qui est beaucoup plus intéressante, par exemple. Commencer petit à petit à réorienter ces cultures-là. Éric Coriolan, justement, rapidement, puisqu'on arrive pratiquement au terme de notre débat sur l'eau. Oui. Vos propositions. On va dans le bon sens avec le syndicat mixte ouvert, selon vous? Le syndicat mixte ouvert, alors c'est très complexe. Le syndicat mixte ouvert, un syndicat unique, c'est une bonne idée. Un SIAG bis, parce que c'est le cas, c'est une très mauvaise idée, parce qu'en réalité aujourd'hui, c'est quoi le projet? Le projet, c'est de reprendre toutes les dettes du SIAG, ça veut dire que le SIAG n'a pas disparu. On veut faire payer les Guadeloupéens 2 fois la gabegie. Une fois, ils ont été spoliés par les politiciens qui se sont gavés largement, et une deuxième, et par les multinationales aussi, qui se sont bien enrichis là-dessus. Et aujourd'hui, on nous présente un SMO comme la petite jeune qui arrive. Alors, quelle serait la solution? Attendez, mais laissez-moi finir. Et qui arrive, et Veolia qui est déjà aux portes et qui surveille, Veolia, Général des Eaux, donc, qui a spolié la Guadeloupe à l'époque du SIAG et de M. Hernandez, qui est déjà aux portes pour reprendre les marchés. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut pour l'eau, très concrètement, c'est alors dans le plan que je disais de révision du schéma d'aménagement régional, véritablement, sur l'eau, laissez-moi un petit moment pour bien expliquer. Il nous reste que 1 minute 30, allez-y. Il faut bien l'expliquer. Sur l'eau, il faut revoir également le schéma, le plan de distribution de l'eau. Aujourd'hui, on nous a annoncé un chiffre d'environ 900 millions ou 1 milliard pour refaire le réseau. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le plan véritable de circulation de cette tuyauterie? Non. Ici, ça se trouve, ces réseaux d'eau passent sous des résidences, des propriétés privées. A-t-on chiffré le coût du foncier à racheter? Non. Il faut vraiment savoir ce que ça coûte, pour savoir ce qu'il y a à faire. Et je finis, dans cette histoire d'eau, nous plaidons pour que les Guadeloupéens abonnés, c'est très important, soient actionnaires, qu'une part de l'actionnariat de cette structure de l'eau soit réservée aux Guadeloupéens pour, avoir un mode de contrôle, parce qu'on a été trop longtemps dans cette espèce de Titanic où tout le monde se gavait. Il faut que les abonnés soient actionnaires pour contrôler, et deuxièmement, récupérer un peu de l'argent qu'on leur a volé, sous forme de bénéfices. Parce que ça gagne de l'argent, le SMO. Alors, 1 minute maintenant pour vous, Éric Coriolan, pour votre conclusion. La conclusion, en fait, c'est un début. Je dis aux Guadeloupéens aujourd'hui que ce que vous croyez impossible est possible aujourd'hui. Ça fait des années que nous votons pour eux, contre eux, votons pour nous un peu. En nous voter nous Tibouin, nous qu'à voter contre eux, nous qu'à voter pour eux, et ça pas qu'à mener nous à hack. En nous voter Tibouin nous aujourd'hui là. En nous voter avec l'amour entier nous. En nous voter pour Guadeloupe, pour Timon à nous, pour faire en sorte que moun arrêter jouer, moun arrêter laisser moun jouer avec nous. Voter Sentinelle, c'est l'esprit là, ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est voter pour que Guadeloupe ait vraiment profiter, que l'amour revienne, que sérénité revienne, que respect revienne en Guadeloupe. C'est l'esprit à Sentinelle. Et nous, comme des autres, accompagnez-nous à Chimel à ça.
Merci Bien, Éric Coriolan d'avoir été notre invité ce soir. Dans un instant, rediffusion de cette émission sur Internet et à 20h05, on sera également en télévision pour rediffusion de l'émission. Et puis demain, Ludivine Guillolet, un autre débat sur les régionales. Nous serons en compagnie de Jean-Marie Nomertin du Combat ouvrier. Excellente soirée sur Guadeloupe la Première. À bientôt.